Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Sport Sud. Un nouveau rendez-vous en ce lundi 20 juin 2011, à la veille de la fête de la musique. Place au sport en ce lundi soir avec notamment du tir à l'arc, mais également du football ainsi que du rugby. Il en sera question en fin d'émission avec, malgré la défaite hier du RCNG, eh bien, la confirmation de la montée, vous le savez, depuis maintenant une semaine en Fédéral 1 pour le club de rugby nîmois. Mais avant d'évoquer toute cette actualité, place au golf et plus précisément au street golf dont il a été question toute la journée de samedi sur le parvis des arènes avec notre invité de ce soir, David Astruc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur donc, du golf de Nîmes Campagne, qui était eh bien, associé de façon liée au golf de Vacquerolles avec cet événement sur le parvis des arènes, la première édition de ce street golf qui était proposé au public. Quel bilan général vous tirez d'ailleurs de cette première édition? On dit souvent qu'une première édition, on est positif. Oui. On a passé une très bonne journée. C'était une première dans la ville de Nîmes de Intramuros de l'Écusson quasiment. Et ce site exceptionnel au pied des arènes nous a permis d'organiser ça avec un grand succès. On a vu à peu près 80 à 100 personnes durant toute l'après-midi, de tous âges, des enfants de 5 ou 6 ans jusqu'à des retraités qui sont passés nous voir. Donc vraiment des gens de passage, des Nîmois de souche. Le but étant de faire découvrir la pratique du golf dans un milieu non golfique. Voilà. De par votre expérience, est-ce que vous aviez des types d'événements ailleurs qu'à Nîmes? Ah oui, alors le street golf, c'est une activité qui commence à se développer. Oui, voilà, tout à fait, golf de rue, c'est-à-dire qu'on joue avec un matériel adapté, sans aucun risque ni pour les biens ni pour la population. Et ça permet d'amener les gens à la pratique. Par définition, les clubs sont souvent loin. Ça de façon très ludique, très décontractée, de façon à avoir une pratique qui soit... Comment vous êtes-vous entendu pour l'organisation de cet événement? Eh bien, ça a été long. Depuis un an, on a travaillé avec Mademoiselle Chave, qui est directrice au golf de Vacquerolles, en parfaite association. Les deux clubs s'entendent parfaitement. Donc, on a mis nos savoirs réciproques ensemble, de façon à monter l'événement. En parallèle de cet événement, un est reporté pour des raisons de manque de participants au niveau de nos clubs. Mais sinon, oui, ça a été fait en totale association entre les deux clubs, Campagne et Vacquerolles. D'ailleurs, les pros des deux clubs sont venus enseigner sur l'après-midi et ça s'est très bien passé. Alors justement, on va le voir sur le reportage signé par notre équipe ce week-end. Il y avait différents ateliers qui étaient des différents membres des deux golfs. Les tâches ont été réparties en fonction des activités. Alors... De réception des clubs était là pour l'accueil des différentes personnes qui voulaient s'initier. Nous avions un professionnel du street golf qui était venu nous mettre en place les installations, les ateliers, qui étaient des choses très spécifiques et propres à cette activité-là. Et puis ensuite, on avait une académie, l'Académie Golf en Tête, qui est venue s'occuper du savoir technique et pédagogique, donc des professeurs diplômés qui ont pris en charge les gens tout l'après-midi et pour leur faire découvrir ce street golf et les initiations au golf par conséquent. Lorsqu'on dit street golf, ça permet aussi un petit peu de désacraliser. Tout à fait, tout à fait. C'est né de jeunes avec, on va dire, venant du milieu urbain, skateboard et ainsi de suite. Donc oui, effectivement, c'est vraiment fait pour enlever l'image de marque un petit peu fermée du golf et pratiquer avec une grande liberté dans un milieu urbain. Voilà. Quelques greens des plus verts sur le trait minéral parvis des arènes. C'était la vision bien que les passants et les spectateurs présents au pied de l'amphithéâtre romain pouvaient découvrir samedi tout au long de la journée. Tony David. Jouer n'importe où, même dans la ville, c'est le concept du street golf. Et c'est sur le parvis des arènes que le club des dirigeants golfeurs s'est installé en compagnie de Nîmes Campagne et Nîmes Vacquerolles avec un but précis.
Au jour d'aujourd'hui, ces types d'opérations ont pour objectif justement de désacraliser le golf, de pouvoir amener le golf auprès des passants et des gens qui ne connaissent pas. Et éventuellement, effectivement, l'objectif c'est de pouvoir leur faire découvrir des parcours. Des parcours bien différents que d'habitude, puisqu'il fallait cette fois s'adapter à la ville au sein d'ateliers de pratique. Avec par exemple des balles dites 30% spécifiques à la pratique de street et qui ne causent aucun dégât. C'est complètement différent et la même chose simplement parce que techniquement ce sont des clubs, des balles et on produit le même coup, la même gestuelle et puis après totalement différent au niveau de l'état d'esprit. Quand on voit l'environnement, les balles sont différentes et puis l'aire de jeu est complètement différent. On voit peu de gazon ou artificiel tout autour de nous, autour d'un club et d'une balle de golf. Avec cet événement plutôt fun, les deux clubs nîmois ont voulu montrer que ce sport n'est pas réservé à une élite en venant à la rencontre des gens et en proposant une activité atypique, mais tout de même golfique. D'essayer de trouver des Nîmois qui voudraient s'adonner à la pratique du golf en trouvant dans le golf le calme. D'avoir deux parcours de 18 trous dans la ville de Nîmes. Qui a permis à nos petits Nîmois de s'essayer au golf et qui sait devenir plus tard un futur Tiger Woods. Il va falloir encore un peu plus d'entraînement avant de devenir un futur Tiger Woods. Oui, il faut du temps. Oui, effectivement, pour fabriquer un champion, il faut du temps. Et ça fait partie des choses qu'on fait nous beaucoup au golf de Nîmes campagne, parce qu'on est un golf qui fait partie de l'élite sportive nationale, avec plus d'une dizaine d'équipes représentées dans tous les championnats de France par catégorie d'âge. Et fabriquer des champions, le club en a fabriqué beaucoup, mais il faut effectivement beaucoup de temps. C'était essentiel et requise justement au niveau de la pédagogie du golf. Ah oui, le golf est une activité qui se pratique, on va dire, dans la durée, dans le temps. Devenir golfeur, c'est assez long. C'est fait partie des petites difficultés d'abord de notre discipline. Et à ce titre-là, oui, on ne devient pas golfeur instantanément en claquant des doigts, mais il faut un certain temps d'apprentissage. Oui, tout à fait. On a vu sur ces images l'intérêt des enfants, un jeune public qui était présent pour découvrir. Un petit peu initié au niveau des plus jeunes par la présence, notamment sur le littoral, de mini-golf. C'est peut-être la première étape pour certaines de toucher un club et d'avoir une balle. Oui, pour les enfants notamment, effectivement, le jeu de mini-golf, puisque là on ne parle pas vraiment de sport, mais on parle plutôt de jeu, mais le jeu de mini-golf est un attrait souvent qui arrive dès le début. Et ce qui, depuis aussi une bonne dizaine d'années, a révolutionné les choses chez les enfants, c'est les jeux sur console vidéo. Parce que les champions de golf, on connaît justement Tiger Woods, notamment par l'intermédiaire de tous ces jeux vidéo qui sont débarqués dans les enfants et qui leur ont donné envie de pratiquer réellement après dans des clubs. Justement, donc ça, c'est une bonne chose. Comment on arrive à faire comprendre à ce jeune public que le golf est justement une pratique sportive à part entière? Disons qu'il faut qu'elle soit ludique au début, de loisirs forcément au début aussi, et puis quand on se prend au jeu, on passe certaines phases et certains niveaux qui font que l'enfant petit à petit va passer du jeu, du purement ludique au loisir. Mais à chaque moment de l'apprentissage, il va trouver des facteurs différents d'épanouissement pour aller jusqu'au haut niveau s'il a besoin. Alors on l'a vu, il y avait différents ateliers qui étaient proposés au pied de l'amphithéâtre romain. Quelles ont été les questions les plus récurrentes de la part des participants? Alors, on a eu assez peu de... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu assez peu de questions, notamment de la part des enfants, parce qu'eux ont, avec une certaine naïveté, tout de suite compris le but et le côté ludique des situations. Les questions sont plus souvent... et ainsi de suite. Donc là, bien entendu, que ce soit Madame Chave pour Vacrolles ou nous-mêmes, on leur a dit, écoutez, maintenant, l'étape d'après, c'est de venir dans nos clubs pour découvrir nos structures, notamment les écoles de golf, les choses comme ça. Mais les enfants, eux, tout de suite perçoivent le côté ludique, le jeu avec des grosses balles, des gros clubs, scratcher des balles sur des cibles type fléchette et ainsi de suite. Voilà, ils comprennent tout de suite et eux, ils sont tout de suite dans la pratique plutôt que dans la question. Est-ce que de la part des passants, il y avait également une part de curiosité et d'étonnement que de voir justement... Alors ça, c'est un petit regret qu'on a, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont simplement restés de l'autre côté de la barrière,
très curieux de nous voir pratiquer ces mouvements et lancer ces balles au pied des arènes. Donc très curieux, mais à qui on n'a pas réussi à faire passer la barrière. Ils nous ont dit non, on verra, machin. Mais bon, ils étaient effectivement curieux, mais on leur a pas fait pratiquer encore. Vous avez évoqué tout à l'heure l'idée d'associer un tournoi justement en parallèle à cette manifestation. Ça n'a pas pu se faire, faute de participants, vous l'avez dit. Est-ce que c'est dû peut-être à... Sur ce mois de juin, effectivement, nous n'avions pu caler cette séance que juste après la feria. Le mois de juin est un mois qui apparemment est chargé pour beaucoup de gens. Juste après la feria également. Dans nos clubs, on a eu du mal à mobiliser nos licenciés. Et pour la saison prochaine, on va certainement avancer la date dans le début du mois de mai. Et puis changer un tout petit peu la formule pour que les gens puissent... la famille du golf également s'associer à ce type d'événement. Avec une appellation peut-être qui serait amenée à évoluer? Oui, certainement. Aujourd'hui, on appelait le tournoi et l'événement les Crocodors. Je pense que pour souci de développer la convivialité et le côté festif de l'épreuve, et pour renforcer encore l'association aux arènes et à tout le monde tauromachique, l'année prochaine, ça risque de s'appeler la Feria du Golf. La Feria du Golf, mais bon, les bandas ne seront pas présentes, histoire de ne pas déconcentrer. Quoique, on peut aussi. On avait de la musique samedi sur le parvis des arènes, pourquoi pas des bandas aussi. Quel est votre regard justement sur l'implantation du golf dans une ville comme Nîmes ou encore plus généralement sur un département comme... Le Gard est un département où le golf n'est encore pas une destination de vacances ou de loisirs. On a une population qui est assez forte quand même de pratiquants, puisque sur le Gard on a à peu près 2000 licenciés. Mais disons qu'on n'est encore pas associé à une destination de vacances golfiques ou de choses comme ça. Contrairement à la région PACA, les Alpes-Maritimes ou des choses comme ça, où les séjours golfiques font venir des touristes. Nous ici pas encore, mais d'après les réunions que j'ai avec l'ensemble de mes collègues sur le Languedoc-Roussillon, dans les se développer. La réception du grand public, plus globalement, sur ce type d'événement, on l'a dit, positif, mais quels sont les secteurs que vous souhaiteriez améliorer en vue de l'édition 2012 ? Eh bien, donc on essaiera d'avoir un accueil qui nous permette d'avoir un petit peu plus de monde au niveau du grand public. Et puis l'année prochaine, on aura certainement également une structure d'accueil un peu spécialisée vers toutes les entreprises. C'est-à-dire que comme on sera en week-end, on proposera également aux entreprises de venir s'associer un peu à l'événement, faire découvrir l'événement. Du street peut se faire n'importe où. Et elle peut même se faire au sein de l'entreprise, au sein de l'école. Enfin, il y a tout un tas de structures non golfiques qui peuvent accueillir ce type de pratique. Alors, au sein même de l'entreprise, si ça peut se faire n'importe où, vous étiez au pied des arènes, ne me dites pas que vous n'avez pas pensé peut-être de mettre quelques balles entre les arches romaines de nos vénérables arènes. Et est-ce qu'on pourrait penser à un 18 trous un jour dans les arènes? Effectivement, au début de nos idées, lorsqu'on a tout mis sur la table et essayé de mettre les choses en forme, on a il y avait des contingences qui faisaient qu'on ne pouvait pas avoir l'intérieur des arènes mis à disposition. Mais on ne désespère pas d'essayer pour les années à venir de recréer cet événement-là, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on aura un site vraiment exceptionnel et une formule de jeu qui serait la première à avoir été faite. Et ça, c'est toujours agréable et porteur pour une ville que de dire que pour la première fois a été fait telle rencontre sportive au sein des arènes, quoi. En tout cas, on sera très attentif à l'évolution de cet événement en vue de l'année prochaine. Je rappelle, vous êtes le directeur avec nous ce soir. Après une courte page de publicité, on se retrouve sur ce plateau pour évoquer du skateboard. Ça s'est déroulé du côté du skatepark nîmois avec un week-end là aussi de compétition, mais également avec du tir à l'arc, sujet sur lequel nous reviendrons avec Olivier Grillat, le directeur de l'Arc Club de Nîmes, ainsi que Zané Berzina. Tout ça, c'est après une courte page de publicité.
Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes. Tôle froissée, pas d'affolement. Avec la carrosserie du Ducadoro, les réparations sont soignées et rapides. On vous prête un véhicule et côté assurance, vous ne pensez pas d'argent. Alors dire qu'un accrochage devient un plaisir, bon quand même pas. Mais avec un bon carrossier, c'est tout de suite moins grave. Carrosserie du Ducadoro, 28 rue de Sauve-à-Nîmes. Depuis 20 ans en ville active, Confort Nuit, le spécialiste de vos nuits, vous propose les plus grandes marques de literie et en exclusivité Tempur, Club Line d'André Renault et Impérial de Tréca. Confort Nuit, livraison installation. Nuit, votre conseil en literie, Cours Jean Monnet, ville active Nîmes, au 04 66 84 04 44. De retour sur le plateau de Sport Sud pour évoquer l'actualité du tir à l'arc nîmois avec deux nouveaux invités. Olivier Grillat, le directeur de l'Arc Club de Nîmes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à vos côtés, on retrouve Zaneverzina. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également d'être présente sur ce plateau. On va revenir bien évidemment sur ce grand week-end de compétition qui s'est déroulé à Riom, en Auvergne, dans le cadre des championnats de France de D1. Mais avant cela, nous allons revenir sur notre événement sportif, un événement de compétition. Je le disais juste avant la pause, qui s'est déroulé à Nîmes, du côté du skatepark, avec la première édition du Nîmes Park Session samedi et initiation gratuite également pour tous les passionnés de skate et de roller, avec différentes catégories, différentes épreuves, des jurys. Tout ceci était noté avec le plus grand des sérieux. Vous allez le voir, des compétiteurs parfois des plus jeunes que nous avons rencontrés dans ce reportage signé Alain Bellon. Il y avait du monde pour le premier Nîmes Park Session. Deux disciplines étaient à l'honneur, le skate et le roller. Elles étaient réparties en deux catégories. L'une était moins de 16 ans et la deuxième plus de 16 ans. À un jury. Des juges donnent des notes en fonction du style, de la rotation, de l'amplitude, de l'aisance. Le gros principe, c'est de à chaque fois replaquer, donc bien finir ses figures et retomber sur ses deux pieds. Des figures non imposées, mais dans un temps bien imparti. Dans les compétitions, les runs durent 45 secondes. Le run, c'est un passage, on en a 2 ou 3. Et donc pendant 45 secondes, il faut qu'on enchaîne un maximum de figures sans tomber, et autant des sauts que des slides quand on glisse sur les différents supports. Après, bon, y a plein de choses qui rentrent en compte. La difficulté du tricks et puis l'amplitude aussi pour les sauts. Ouais. Tous ont de nombreuses heures de pratique pour réaliser ces figures. Moi j'ai 5 années de skate et je fais du skate tous les week-ends, tous les mercredis et dès que je peux, quand je dois pas bosser à l'école, je fais du skate. Je vais faire des figures que je sais faire et que je maîtrise bien sur le skatepark. Comme ici je suis chez moi, normalement j'aurai pas trop de problèmes pour faire mes figures. Après on verra parce qu'il y aura du très gros niveau en pro, quoi. Moi je roule quasiment tous les jours sur ce skatepark, donc je ne l'ai pas réellement préparé, on va dire. Faire les figures que je fais d'habitude sans tomber, ce sera ça l'important. Après non, j'ai pas eu de préparation spéciale étant donné que je roule tous les jours ici. Ouais. Une cinquantaine de riders ont participé à cette première édition de Nîmes Session. Un jam session réalisé par les pros a clôturé cette manifestation. Il faut avoir un sacré sens de l'équilibre, Zané, lorsqu'on voit ces images. Hein. Ah oui. Vous appréciez ce genre de compétition? Oui, j'aime bien. C'est en tout cas différent de ce qu'on a l'habitude de voir. De l'Arc Club de Nîmes, avec vous également, Olivier Grillat, sur la préparation de ce déplacement à Riom. Peut-être réexpliquer à nos téléspectateurs dans quel cadre rentrait cette compétition. C'était la deuxième manche du championnat de France de première division. Donc nous, au niveau de Nîmes, on est engagé chez les hommes et chez les femmes. Donc sur les 1600 clubs qui est en France, il y a 16 équipes chez les hommes et 16 équipes chez les femmes qui disputent le championnat de première division. Donc il y a une partie de
adversaires se rencontrent, donc on rencontre les 15 autres équipes de chaque division. Et à l'issue de ce premier championnat, le premier et le deuxième bénéficient d'un bonus. Après, on fait des playoffs. Les 8 premiers jouent le titre et 5 places pour la Coupe d'Europe. Et les 8 derniers jouent la relégation. Donc, enfin, éviter la relégation. Éviter surtout cette relégation. On va découvrir quelques images tournées la semaine dernière par Olivier Michel. C'était la préparation justement de ce déplacement à Riom avec l'entraînement du côté par Lionel Alasio, une équipe composée de Thomas Aubert, de Geoffrey Barthelot, de Grégory Crège et de Julien Rossignol. On le rappelle à nos téléspectateurs, pour cette deuxième journée, c'est deux équipes qui évoluent dans ce qu'on peut appeler l'élite. Oui, c'est le plus haut niveau qu'il y a en France par équipe de club. Oui. Justement, sur ces séances d'entraînement, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qui sont travaillés ou est-ce que c'est toujours les mêmes profils d'entraînement? Non, il y a différentes... Bon, là, c'était des séances individuelles, donc chacun... Des séances où on travaille par équipe pour le rythme, parce qu'il y a des rotations à faire par rapport à la cible, l'ordre des tireurs, une volée, enfin le début des tirs. Il y en a qui ont plus de facilité à conclure, ça dépend des situations, du rythme, de la forme du moment, enfin après, parce que l'entraîneur choisit qui va tirer. On a 4 tireurs et on en choisit 3 à chaque fois. Quel bilan général vous tirez de ce week-end justement? Si on sépare les deux divisions, en division 1 masculine, il n'y a rien à dire, quoi. Les garçons étaient au top, ils ont marqué le maximum de points de bonus. Geoffrey était bien revenu parce qu'il était un peu faible, c'est champion de France en titre en début de saison, là il est revenu au top. Non, c'était parfait, il n'y a rien à dire. Là ils sont bien partis, ils ont bien marqué les esprits, c'est pas mal. Ils ont suffisamment d'avance déjà, ils sont garantis de faire les playoffs. Et normalement, je pense qu'ils conserveront la première place, voire la deuxième. Donc ils auront un petit bonus avant de faire les playoffs pour l'accès en demi-finale. Donc ça a l'air bien parti, quoi. Alors on le rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes le directeur de l'Arc Club de Nîmes, mais également le coach justement de l'équipe féminine, composée de Zané, ici présente avec nous ce soir, de Séverine Evangelisti, d'Émilie. Pour les féminines, justement, quel a été le profil de ce week-end de compétition? Le profil, c'est que on avait bien démarré la saison. La première journée, on avait fait 5 victoires sur 5 matchs et 2 points de bonus sur 3, c'était pas mal. Là, on a bien démarré parce qu'on a eu 2 points de bonus, on était pas mal. Mais après, on a perdu 2 matchs bêtement. On n'a pas réussi à rentrer dans la compétition sur le premier match contre Villeurbanne et le deuxième match contre Perpignan. Voilà, Perpignan nous pose souvent des problèmes, c'est le derby local. En fin de saison, en général, on est devant, mais quand on les croise en début de saison, ça se passe souvent mal. Et là, ça n'a pas dérogé. Donc, non, je peux pas... Bon, c'est dommage, parce que là, on se retrouve en 4e place au classement général. Il va falloir vraiment faire de gros efforts si on veut être dans les 2 premiers, parce que c'est important psychologiquement avant de faire les playoffs. Bon, maintenant, on est bien placé. Je peux pas dire, on a gagné 8 matchs sur 10, on a marqué 4 points de bonus sur 6. On est au taquet, mais le problème, c'est qu'il y a 3 autres équipes qui ont fait un sans faute. Donc, c'est là où ça se complique. On va redécouvrir quelques images également tournées la semaine dernière années avec vous à l'entraînement. Peut-être nous expliquer justement comment vous vous êtes préparé personnellement. C'était tout simplement la répétition de tir, techniquement, psychologiquement, comment je vais me... Voilà, c'était préparation physique. C'était comme d'habitude. Quand vous dites psychologiquement, sur quoi vous travaillez plus spécifiquement? À concentrer sur les choses essentielles pendant mon tir. Voilà. Et on le voit, le regard bien dirigé vers la cible, le bras très tendu. Toute la difficulté justement à manier cet arc, on le voit, il pivote, les muscles sont mis à rude contribution et on sent que ce n'est pas à la portée de tout un chacun que d'officier de la sorte. La difficulté est qu'il faut qu'on laisse une main bien détendue et l'autre, c'est l'autre qui tire l'arc. Donc c'est 38 livres, 16 kilogrammes à tirer, donc c'est pas facile. On va également mettre en évidence à la veille de l'été, est-ce qu'il est plus dur justement pour un archer de s'entraîner dès lors qu'il fait plus chaud justement en extérieur? Un petit peu, mais normalement c'est bien parce que quand même pendant les compétitions on a les mêmes conditions qu'aux entraînements, donc il faut bien qu'on se prépare, qu'il va faire chaud, que notre corps voilà, et qu'il est prêt pour être dans les conditions bien avec beaucoup de chaleur.
Au niveau de ce week-end de compétition, Olivier Grillat a mis en évidence vraiment un très très haut niveau proposé par les différentes équipes qui étaient en lice. Ah oui, c'était vraiment très très haut niveau. Donc c'était pas facile, mais on a essayé, on a gagné des matchs. En général, c'est bien passé. Quelle va être la suite du calendrier, Olivier Grillat, pour l'Art Club de Nîmes? Pour cette année, le 1er juillet, là, on part pour les championnats du monde à Turin. Donc on va essayer de faire le maximum parce que... Puis après, fin juillet, on a la 3e journée du championnat, donc ça va vite arriver. Entre-temps, le premier week-end de juillet, on a 3 juniors qui disputent les sélections pour le championnat du monde junior. Enfin, on est assez occupé en ce moment, mais ça tourne pas mal. Bon, on a eu une petite déception, c'est qu'on a Thomas Aubert, là, qui est notre capitaine de l'équipe garçon, qui avait fini dans les 8 premiers à la dernière manche de Coupe du Monde, et il a été sélectionné comme remplaçant pour les championnats du monde et pas comme titulaire. Bon, ça c'est un regret parce qu'il avait été vice-champion du monde par équipe il y a 2 ans. Mais bon, c'est vrai que le niveau des 4 garçons, ils en avaient 3 élevés, il y avait très peu de différence entre les 4, ils ont fait un choix. Bon. Enfin, Thomas est en course pour la préparation pour les Jeux de Londres, alors espérons que ses camarades là, vont gagner les quotas et puis qu'après on verra ce qui se passe. Zané Berzina, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés personnellement, comment vous sentez-vous actuellement à un petit peu plus d'1 an des Jeux Olympiques de Londres? Je me sens prête. Donc, dans 2 semaines, j'ai le championnat du monde. Je vais essayer d'être dans 32 premières, donc ça va me permettre l'équipe de Lettonie pour les Jeux Olympiques. D'un point de vue personnel, vous vous sentez plus à l'aise en extérieur ou en intérieur? J'aime les deux. J'aime bien les deux. Les distances courtes en intérieur qui est plus de précision et extérieur qui donne plus de liberté de tir. Quel est le regard du coach justement sur l'évolution personnelle de Zané? Ça dépend. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Donc, je sais qu'elle est plus forte, qu'elle tire mieux, que tout est mieux. Donc il n'y a pas de raison que ça sorte. On va travailler. On va lui dire, dès qu'on sort d'ici, on retourne encore faire une séance. Elle a travaillé très dur tous les jours, donc ça devrait payer. Maintenant, c'est le sport. Hein. Tout le monde a travaillé dur. Hein. Il n'y a que 32 places. Il va y avoir 250 candidats pour ces 32 places. Bon, ça va être chaud. Hein. On va voir. Zané, on sait que les compétiteurs se fixent des objectifs, notamment au niveau du tir à l'arc. Je sais que c'est parfois des records de points à battre. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Est-ce que vous avez battu certains records personnels? Mes records personnels, donc je suis plus forte qu'avant, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc tout va bien se passer. Le maximum, je crois, c'est 600 points, c'est ça? Non, là, c'est un peu complexe, c'est vrai qu'on n'est pas un jeu simple, c'est que là, ce format de championnat du monde, on va tirer 4 distances, donc c'est un maximum sur 1440, parce qu'on va tirer 144 flèches en qualification, et après, les gens font des matchs en tête-à-tête. Alors déjà, la première chose, il faut se qualifier dans les 106 premiers pour pouvoir jouer la suite. Une valeur, il faut faire 1280, 1300 sur 1440. Donc Zané, par exemple, a réalisé dans un temps, enfin ça c'est en temps parfait, hein, parce que le vent, la pluie, tout joue. La dernière fois qu'on a fait les sélections avec l'équipe de France, il faisait un temps épouvantable à Cannes, du vent, de la pluie, elle a fait 12,74, alors que les gens qui avaient avec nous de l'équipe de France, qui faisaient 1200, qui faisaient déjà 1300 largement, aucun n'a réussi à franchir les 12,80, donc elle était dans le niveau. Mais maintenant, bon, il y a ce premier morceau à faire, et puis après, vous jouez des matchs jusqu'à... Après, ça dépend de vos adversaires, de votre forme, voilà. Enfin, de toute façon, la seule solution, c'est de s'appliquer sur chaque flèche et de la mettre au centre. Comme ça, au moins, ça règle le problème. Quelles sont les nations, on va dire, les plus redoutables aujourd'hui en termes de tir à l'arc? Corée. Il y a Corée, Chine, Italie... Inde. Bon, oui. Il y en a pas. Il y a beaucoup. Il faut regarder du côté de l'Est, hein, quoi qu'il en soit. Hein, voilà. Donc on sera très attentif. Avec aussi un autre aspect, à votre rôle de coach, Olivier Grillat, comment fait-on pour gérer la pression sur chacun des membres de l'équipe pour ne pas se laisser submerger à un moment où un match peut vous échapper? Il faut arriver à ce que l'archer s'occupe de l'essentiel. S'il reste fixé, vraiment concentré sur ce qu'il a à faire,
ça va le faire. Par contre, dès qu'on commence à être sous la pression, à s'intéresser à tout ce qui est extérieur, à plus être sur soi-même, là, ça devient très compliqué, quoi. Non, il faut... Elle sait ce qu'elle a à faire, c'est des choses simples, il faut rester là-dessus, quoi. Mais bon, voilà, c'est le seul moyen. C'est une question d'avoir bien les sensations. Il faut que la compétition, ça démarre déjà qu'on ait de bonnes sensations. Bon, ça peut se provoquer, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de se tenir à sa technique. Si vous commencez la compétition sur des bonnes sensations, après, quand vous arrivez en match, si vous vous basez sur l'essentiel, ça revient, ça se passe bien. Il ne faut pas rater l'échauffement, il y a plein de choses qui jouent. Hein. Bon, on va tout faire pour que ça se passe bien, hein, de toute façon. Tiens, justement, l'échauffement, il passe par quoi? Ben, il y a un échauffement avec élastique pour... Oui, parce que... comment dire, il faut que l'échauffement serve vraiment à mettre en place toutes les sensations avant de commencer. Parce que là, dès que l'esprit, avec la pression, il n'y a rien à faire. Hein. Vous n'avez plus 100% du cerveau sur les bases, il y a intérêt à avoir des sensations pour s'accrocher. Voilà. Avec une intensification de la préparation pour vous, d'ici le début de ces championnats du monde? On va tirer un petit peu plus de flèches. Cette semaine, oui, un peu plus. La semaine prochaine, on va diminuer un peu. Et puis après, de toute façon, il faudra y aller. Hein. En tout cas, on sera très attentif à vos performances, justement, pour ces championnats du monde. Merci beaucoup, Zané Berzina et Olivier Grillat, d'avoir été avec nous sur ce plateau de Sport Sud. On va observer une dernière pause dans cette émission et puis on reviendra pour décliner toute l'actualité footballistique avec la signature des 2 recrues du Nîmes Olympique ainsi que la qualification en Fédéral 1 du RCNG, c'est du rugby. Et bien maintenant, c'est aussi la location de votre véhicule à partir de 18 € la journée. Et oui, VO Location vous propose le mercredi à partir de 18 €. Le mercredi, c'est aussi permis. Renseignements VO Location au 04 66 02 10 00. Christophe et Hubert à votre écoute. Partez pour plus d'1 heure de voyage au cœur d'un monde fascinant. Pour ses 20 ans, de découvrir son île au trésor, ainsi que des jeux de piste. Aquarium de Saint-Jean-du-Gard, 04 66 85 40 53. Biancone, c'est dépannage assistance 24 h sur 24, auto, moto et toute distance, pièces d'occasion et ateliers de réparation. Agrément préfectoral pour véhicules hors d'usage et des pollutions. Et aussi achat et vente de véhicules d'occasion. Rendez-vous à la zone industrielle Sud-Beaucaire. Le Pont du Gard, site emblématique et vivant, vous accueille toute l'année. Venez découvrir la maîtrise romaine de l'architecture et des aqueducs dans un écrin de verdure méditerranéen. Médiathèque, ciné, espaces ludiques et séminaires à tarifs attractifs viennent compléter les événements annuels grand public. Total Festum, une soirée conviviale autour des cultures occitanes. C'est compliqué. La dernière partie de Sport Sud où il sera question de rugby avec notre invité. On était déjà en train d'évoquer la préparation de la saison 2011-2012 pendant cette pause publicitaire. Il s'agit du manager général du RCNG, Michel Bérard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci pour revenir sur le bilan de cette saison 2010-2011 et cette accession. NG, il va en être question tout au long de cette dernière partie de l'émission. Mais avant cela, un retour sur l'actualité footballistique du moment. Vous le savez, avec la signature la semaine dernière de 2 nouvelles recrues pour le Nîmes Olympique qui, vous le savez, au cours de la saison 2011-2012 évoluera en national. Alors, vous le savez très certainement, plusieurs joueurs ont d'ores et déjà quitté le bateau nîmois au cours de cette intersaison. L'ancien capitaine des Crocos, Mehdi Mostefa, a rejoint l'AC Ajaccio qui... Le retour à Lille du gardien Ludovic Butel, également pour Tchèque Abbas Dieng qui est en retour
de prêt, la signature de Mohamed Mchangama pour Amiens ou encore le départ de Yohan Bocconiano pour le Gazélec d'Ajaccio. Au niveau des signatures, vous le savez, plusieurs joueurs nîmois qui étaient jusqu'à présent sous un contrat amateur ont signé en pro. On peut notamment citer les exemples de Romain Thibault, de Jonathan Parpex, ou encore rappeler la signature du côté des professionnels, et cette fois-ci de la part de deux joueurs qui étaient déjà pros. L'un nous vient d'Amiens et l'autre évolue jusqu'alors à Pau. Il était le meilleur buteur de CFA. Il s'agit de Sédou Koné pour le Palois et de Aurélien Bosch concernant le footballeur Picard, un footballeur qui va désormais porter les couleurs du Nîmes Olympique. Je vous propose de découvrir ces deux joueurs, interrogés au micro de Franck Chassagnon avec un point du président du Nîmes Olympique dans ce reportage, Jean-Louis Gazou. Les moyens n'ont pas été choisis parce que ce point presse, je ne l'avais pas du tout préparé parce qu'il y avait beaucoup de travail qui précédait. Mais c'est vrai, c'est venu du fond du cœur. C'est vrai que je me suis un peu senti trahi parce que je crois que le club avait la capacité, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les paroutou, de se maintenir. Et j'ai l'impression, et cette impression a été confirmée par les dires d'après-saison, pour sauver le club. Et du coup, ça passe par certaines, on va dire, des sanctions pour certains, puisqu'ils sont obligés de... Sanctions, ils ont un contrat. Donc ce que j'avais dit et que je confirme, c'est que tous les joueurs sous contrat qui ont disputé plus de 15 matchs titulaires, donc en principe les meilleurs, seront conservés au club pour qu'on ait un geste fort d'abord vis-à-vis des supporters, une équipe compétitive sur le papier, avec un budget de 6 millions d'euros qui montre bien nos ambitions, pour que cette descente ne soit qu'un accident et que le Nîmes Olympique retrouve la Ligue 2 dès la saison prochaine. Maintenant, moi je les ai pas vécus de l'intérieur l'année dernière, donc voilà, j'ai écouté les paroles du président. Moi je veux prendre aucun jugement par rapport ni aux joueurs qui étaient là l'année dernière, ni voilà, moi la page elle est tournée, j'arrive dans un club qui aspire à retrouver le haut niveau, donc j'espère contribuer à ça, mais je ne vais surtout pas prendre de position par rapport à la saison dernière. Il va y avoir des jeunes qui seront certainement pas des titulaires au départ, mais qui seront là pour les épauler. Il y aura en fonction des départs de ceux qui n'ont pas fait les 15 matchs, qui eux sont laissés libres. Donc ça dépendra un peu des départs pour les nouvelles arrivées. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a déjà une excellente équipe de nationale qu'on n'a jamais eue. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Et comme je dis, bonne équipe sur le papier. J'espère que ça se transformera en bonne équipe sur le terrain. Je suis content. Nîmes, c'est un club, j'ai entendu parler. Nîmes, il m'a encouragé à venir ici. Donc je suis content d'être là. Je suis très content d'être ici. C'est vrai que le président et l'entraîneur Thierry Froger ont manifesté un intérêt pour moi ces derniers temps. Donc voilà, forcément un club comme Nîmes, ça attire l'attention. Certes, sportivement, ça ne s'est pas très bien passé pour le club l'année dernière. Mais voilà, je pense qu'il faut tourner la page et essayer de rebondir. Donc moi aussi, je suis là pour ça, pour rebondir personnellement et pour aussi essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et contribuer au renouveau du club, à la remontée. J'ai à peu près 150 matchs de national et un petit 70 matchs de Ligue 2, donc voilà, un petit peu d'expérience derrière, un petit peu de stabilité au club, et puis voilà, je veux aussi découvrir ce club qui a un passé assez glorieux, donc voilà, je vais apporter ce que je peux, essayer de faire un maximum de matchs, apporter ma joie, ma bonne humeur, et puis espérons que tout se passe bien sur le plan du terrain. Avec un vrai capitaine ? Il y a un capitaine, bon, c'est déjà, il y en aura deux. Et il y aura le président qui sera des fonctions administratives et financières. Il y aura une politique sportive qui sera décidée par le conseil d'administration de la société. Et il y aura un responsable technique pour tout le club qui sera l'entraîneur d'équipe première. Je pense que c'est clair. Au niveau du recrutement, c'est pareil. On disait c'est un tel ou un tel. Le responsable du recrutement, c'est Thierry Froger. C'est lui qui a recruté ces deux joueurs. Et le président valide les contrats au niveau financier et administratif.
c'est Thierry Froger. Bon, et je pense qu'il fait du bon travail, mais il faut que chaque responsabilité soit bien définie et que si un travail n'est pas bien fait, eh bien, on sanctionnera parce qu'effectivement, je pense que cette année, il y a eu beaucoup de laxisme dans beaucoup de secteurs. Les deux nouvelles au blanc de la saison 2010-2011, les nouveaux maillots seront très prochainement présentés, un nouveau jeu de maillots rouge, blanc et bleu pour la troisième tenue des Crocos nîmois qui reprendront le chemin de l'entraînement à partir du lundi 27 juin, date de la reprise pour les hommes de Thierry Froger, je vous le rappelle, qui évolueront donc cette saison en national. Avec nous, Michel Bérard, pour évoquer toute l'actualité du RCNG. Lorsqu'on entend les sommes mises en jeu au niveau en termes de budget. Oui, ben nous, oui, c'est sûr qu'au niveau du rugby, on n'est pas à ce niveau-là. J'ai entendu 6 millions d'euros, si j'ai bien compris. C'est bon, c'est un bon club de Pro D2 chez nous, quoi. Un très bon club, même un club, certains clubs de Pro D1 ont des budgets dans ces eaux-là, quoi. Avec une évolution au niveau du profil du RCNG, on a appris il y a quelques jours de cela que le conseil d'administration du rugby club Nîmes-Gard avait validé la création d'une société anonyme sportive ASP. C'est une suite logique justement à la politique ambitieuse que s'est fixée la présidence du club. Voilà, par rapport au projet qui a été mis en place, donc il fallait passer par la création d'une société sportive pour gérer l'avenir. Parce que bon, l'association de 1901, c'est quelque chose de fabuleux, hein, on ne va pas critiquer cela, mais à un moment donné, il faut travailler avec une société sportive qui peut gérer tous les problèmes administratifs, économiques et juridiques qui font que l'évolution de ce jeu nous y amène de plus en plus, quoi. On a fait ce choix, et puis bon, si j'espère dans les 4-5 ans qui viennent devant nous, on est un jour en Pro D2, ben, on sera déjà prêt et on aura anticipé sur la chose, quoi. 4-5 ans, c'est, on va dire, un objectif raisonnable par rapport on vient d'accéder à la Fédéral 1. Bon, disons que la saison prochaine, ça va être une saison de transition. On va jouer le maintien au milieu de tableau. Maintenant, si on peut faire plus sportivement, ça sera bien. L'année d'après, on va se stabiliser vraiment en Fédéral 1 avec une équipe compétitive qui pourra jouer sûrement des phases finales, c'est ce qu'on espère. Et puis, pour monter comme nous cette année en Fédéral 2 pour Fédéral 1, mais eux c'est chaque année, parce qu'il faut aller en finale, je m'excuse, il y a deux accessions par an en Fédéral 1, quoi, pour la Pro D2, donc bon, il faut se donner, avoir une très très grosse équipe de Fédéral 1, donc je pense que sur 3-4 ans on peut arriver là, à ce niveau-là, et bon, en travaillant, en faisant un budget qui tient la route, enfin, tout va ensemble, hein, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Voilà. Justement, en termes d'accession, est-ce que vous avez le sentiment que le niveau général difficile d'accéder à un Pro D2 par rapport aux précédentes saisons? Ah oui, le rugby a énormément évolué. Les professionnels, l'accession en Pro D2, comme je vous le disais auparavant, il y a 2 candidats par an, donc c'est pas beaucoup. Aussi la Fédéral 1, de par la limitation de ce club, du nombre de clubs Fédéral 1 cette année, parce qu'ils sont passés de 48 à 40 clubs, donc on sait évidemment que ça va relever encore le niveau. Avec 4 poules de 10. Hein. Voilà, 4 poules de 10, 4 qualifiés, et bon après il faut aller, vous voyez ce que je veux dire, ça part des... Voilà, oui, le niveau de jeu a énormément évolué. La Pro D2, c'est vraiment du solide. La Fédéral 1, ça commence à le devenir. On a tendance même à dire que le championnat de Pro D2 est sûrement le plus dur qu'il y a en France, et que même parfois on dit qu'il est plus dur que celui-là de Pro D2. Mais il suffit déjà de regarder les noms des équipes engagées. Hein. Voilà, et oui, ça aussi, mais bon... moi, j'ai jamais connu ce championnat en tant que joueur, mais je sais que ceux qui ont participé aux 2 championnats... disent que la Pro D2, c'est du marathon. Hein. Donc il faut 30 matchs de ce niveau, il faut avoir le matériel, il faut avoir beaucoup de joueurs, parce qu'il y a quand même pas mal de casses. Le rugby professionnel quand même engendre des blessures, hein, on ne peut pas se cacher, et donc c'est compliqué quand même. Alors avant d'évoquer l'avenir en Fédéral 1, on va revenir bien sur cette saison 2010-2011 qui a vu le RCNG
finir tout d'abord en tête de cette poule 5 de Fédéral 2. Globalement, est-ce que vous êtes satisfait de cette phase de championnat et de poule? Oui. Le bilan est plus que positif et l'objectif a été atteint. Donc après, on a eu des hauts et des bas. Hein. On a fait une entame pas brillante par rapport au recrutement qu'on avait fait, par rapport à la qualité de nos joueurs. Bon, ça peut s'expliquer. On a eu des retards dans les licences, on a eu des joueurs blessés qui nous ont retardé notre évolution. Bon, on avait changé de staff. Donc il a fallu repartir sur les systèmes de jeu. Trouver vos marques. Voilà, trouver nos marques. On était 7e. Pratiquement relégable, parce qu'il y a 4 équipes qui descendaient. Mais bon, on ne s'est jamais vraiment affolé, on s'est bien resserré entre nous, on a communiqué, on ne s'est pas affolé. Puis bon, au niveau comptable, on n'était pas en retard. Finalement, on avait gagné un match à l'extérieur, on n'avait pas perdu de match chez nous, ce qui on n'arrivait pas trop à prendre de points de bonus, même défensif ni offensif. Mais au niveau comptable, on était bien. Et puis après, on a enchaîné une série de 9 victoires. Et là, on s'est mis dans les conditions, et on était premier, puis on a pu sortir de cette place. L'invincibilité à Kaufmann. Oui, l'invincibilité à Kaufmann, et puis on a fait quand même quelques matchs à l'extérieur qui étaient intéressants. On a fait 2 matchs nuls chez les Catalans, à Tuire et à Serré, que quand même c'était compliqué. On est allé gagner quand même à Gimont, pas tout le monde y a gagné. Enfin bon, Mazamet aussi. Non, ça n'a pas été à l'extérieur. Bon, on a un bilan, on aurait pu faire au mieux, mais enfin bon, on a rempli le contrat, je dirais. Alors hier dimanche, vous étiez à Toulouse, du côté. L'appellation est exacte, défaite 30-13 pour le RCNG face à Agetmo en demi-finale donc de ces playoffs du championnat de Fédéral 2. Est-ce que la différence était sur la pelouse aussi grande que ne le suppose le tableau d'affichage? Oui, bon, le score est sévère pour nous par rapport à notre valeur habituelle. Je pense qu'hier, les joueurs inconsciemment étaient à la fois fatigués psychologiquement, physiquement. Très stressant. Et là, on est allé chercher notre qualification en fédéral, notre qualification en demi-finale dans les derniers instants du match. À l'extérieur en plus? À l'extérieur, on était mené 21-10. On est allé chercher cet essai transformé. Je crois que la transformation de l'essai passe à la 40e. Derrière, qui plus est, on prend en plus une pénalité qui aurait pu encore faire passer Rodez devant. Donc les joueurs, je pense qu'ils avaient bien travaillé sur ce match. Ils étaient vraiment quand même épuisés. On a fait beaucoup de soins dans la semaine. Et puis comme je dis toujours, je dirais que c'est le syndrome du devoir accompli. Alors peut-être inconsciemment, ça ne s'aperçoit pas. Moi je l'ai connu en tant que joueur aussi. En tant qu'entraîneur, je l'ai vu aussi. Donc on ne le fait pas exprès parce qu'ils avaient tous envie d'aller en finale. Bon, alors Tyros était peut-être plus frais que nous. Mais bon, je ne pense pas qu'il y a 17 points entre les deux équipes. Nous, on n'a pas fait un très bon match hier. Voilà, mais bon, tant pis pour la finale, c'est dommage, on aurait aimé y aller quand même. Justement, en termes de récupération, on a souvent évoqué sur ce plateau peut-être la question de l'organisation. Pas jouer de matchs de championnat pendant un mois, entre le mois de mars et le mois d'avril, a un petit peu faussé le rythme de la fin de saison. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile à négocier, mais bon, quelque part, on n'a pas trop mal géré ce moment-là, puisque quand même en phase finale, on a enchaîné 5 victoires d'affilée quand même. On a perdu qu'à Rodez, on a gagné tous nos matchs de phase de finale. Je crois qu'à part Marseille, il n'y a que nous qui fait Marseille. Bon, voilà, je pense qu'on a fait, donc ça veut dire qu'on avait très bien, je pense qu'on a très bien géré cette période où on n'a rien fait, Enfin, on a fait un match amical à Bédarino, mais on a bien travaillé l'entraînement, mais on a très bien géré, parce que bon, je vous dis, on a eu une certaine fraîcheur, mais en plus on avait quelques joueurs qui sont quand même âgés et qu'il fallait qu'ils récupèrent. Je pense que ça leur fait le plus grand bien, et puis voilà, et puis bon, on a pu bosser l'entraînement, bosser sur les fondamentaux, sur la technique, sur la stratégie. Donc non, je pense que finalement ça ne nous a pas si mal réussi, ça nous a très bien réussi même. On a évoqué les paramètres peut-être de fatigue physique en cette fin de saison. Est-ce qu'aussi peut-être l'accumulation de fautes en première mi-temps a amené beaucoup de pénalités justement contre le RCNG? Oui, on a été beaucoup pénalisé hier.
Bon, après, je pense que les fautes devaient y être, c'est l'arbitre l'a signé. Bon, mais ça va le facteur psychologique. C'est que peut-être on n'était pas bien à notre âge, comme on dit, et que justement on a accumulé ces fautes, un peu fatigué, comme on disait auparavant. Et donc, automatiquement, ça entraîne des fautes. Mais bien dans ce match, quoi. On a mal abordé, on a été pénalisé. Bon, après, on revient à un moment donné à 8 points. Et puis, derrière, on fait encore des fautes, quoi. Voilà, et des fautes bêtes qu'on ne fait pas d'habitude. Hein. Expulsion temporaire de Carbone. Ouais, mais Carbone, ça ne nous fait pas du bien non plus. Mais bon, le truc, c'est que sur des fautes bêtes, on tape en rambon, on va directement ça se rend mal au mort, mêlé au centre, sur la mêlée au centre, ça joue, on prend une pénalité, on prend 3 points. D'habitude, quoi. Ouais, c'est des trucs qu'on avait, pendant les phases finales, on n'a pas fait de fautes comme ça, quoi. Voilà, donc c'est des fautes qu'on n'a pas de pression et on ne les faisait pas auparavant. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine lassitude, quoi. Rare aussi de voir Olivier Diomandé être expulsé. Voilà, bon après, c'est les aléas du jeu. Olivier s'est un peu énervé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'arbitre, je n'ai même pas demandé. C'était la 80e minute, c'est anecdotique pour moi. Bon, là, le seul truc, c'est que Olivier avait plus ou moins annoncé que il arrêterait. Mais bon, je pense que ce joueur ne méritait pas de finir sa carrière. Voilà, ça c'est bon. L'arbitre, mais bon, voilà. Ça laisse un goût d'amertume. Il aurait pu rester sur un carton jaune, ça aurait suffi, et puis voilà, on n'en parlait plus. Le sentiment général de l'équipe à l'issue de ce match, quand même, primait quand même la satisfaction du devoir accompli. Oui. Les joueurs remplissent leur contrat. Je pense qu'ils peuvent être heureux, ils peuvent être fiers. Je pense qu'ils se rappelleront longtemps de ce match à Rodez. Pas de celui-là, mais celui de Rodez, ils se rappelleront toujours parce que gagner des matchs comme ça dans les derniers instants, il y a dans une carrière de joueur et d'entraîneur. Et ça met les nerfs à rude épreuve. Ah, c'est super, mais après la joie est tellement intense par rapport à ce stress emmagasiné qu'après c'est un volcan à l'intérieur qui explose, quoi. Après, voilà. Petit pronostic avant la finale qui opposera donc Marseille à Jetmo. D'abord pour 2 raisons, je vais dire Marseille parce que quand même je suis d'Arles et que je suis 13. Et deuxièmement, franchement, Marseille est hors norme, quoi. De par la composition de l'équipe, de par le fonctionnement de son club. Marseille, ça ne fonctionne pas. Au-dessus, la qualité des joueurs, la qualité d'encadrement, la qualité ils mettent des joueurs dans les conditions optimales de performance. Donc, bon, après c'est un match, la glorieuse incertitude du sport, on ne sait jamais. Mais enfin, avec tout le respect que je dois pour Tyros, parce qu'ils nous ont mis 30 points, je ne vois pas la finale échapper à Marseille. Qui plus est, c'est une ville qui se découvre une vraie passion pour le rugby année après année. Marseille, ça a toujours été rugby, parce qu'il y a toujours eu plein de petits clubs à Marseille. Alors, ils n'arrivaient pas à faire un club quand même un peu, parce qu'ils avaient un peu la guerre des quartiers, on peut dire, parce que l'histoire. Il y a toujours eu beaucoup de rugby à Marseille, mais jamais de club phare, quoi. Donc là, ils sont arrivés à s'associer un peu entre eux et à essayer de faire ce club que mérite sûrement la ville de Marseille. On va revenir justement sur l'actualité nîmoise, la préparation de l'intersaison, d'ores et déjà. La cellule de recrutement s'est mise en place, présidée par notre président, M. Claude Ponto. Après, Olivier Diomandé travaille avec Jean-Michel Meunier, entraîneur. Voilà, ils ont des contacts, ils reçoivent des joueurs. Bon, rien n'est acquis pour le moment. Sur les demi-finalistes. Voilà, bon, mais ça travaille parce que là, il faudrait quand même, je pense, pour renforcer l'effectif. Voilà, le premier recrutement, c'est de garder nos joueurs. Mais ça, je pense que vu la saison, ça ne va pas causer trop de problèmes. Mais on a quand même 4 joueurs qui arrivent en fin de carrière, qui vont arrêter. Donc déjà, il va falloir pallier au départ, à l'arrêt de ces joueurs. Et puis après, la Fédéral 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux règles, on rentre dans la catégorie A, c'est-à-dire comme les pros, comme la Fédéral 1, ça commence là, le rugby. Enfin, entre guillemets, la main, c'est du rugby, mais les joueurs, surtout les joueurs du centre de devant, parce que là on ne poussait pas beaucoup, on poussait à 1,50 m, là les mêlées sont disputées, donc il faut chercher des joueurs de profil de pilier de mêlée. Donc déjà ça, mais c'est pas, ça se trouve pas si facilement que ce qu'on croit. Et puis après il faut renforcer cet effectif, quoi, de 8 à 9 joueurs. 3 ans pour retrouver une place dans l'élite amateur. Comment vous avez géré cette période? Est-ce que vous êtes satisfait du bilan quand même de cette préparation pour remonter? La première, si je fais un bilan sur 3 ans, je trouve qu'on aurait dû remonter. C'était un peu injuste parce qu'on gagne plus de matchs que Monteux, qui remontent, qui redescendent l'année d'après.
On avait fait une belle saison. En plus, c'était tout à l'honneur des gens qui encadraient cette équipe parce qu'on n'avait pas un gros effectif. Beaucoup de jeunes. Et on avait fait une très très belle saison. On avait été agressé un peu partout. Ça avait été compliqué. Mais globalement, là, c'était en faisant premier de poule à monter. Après, on avait fait des phases de finale moyennes. Mais bon, l'équipe n'était pas assez mature pour monter. L'année dernière, bon, on avait un peu changé de stratégie. Ils n'avaient pas essayé. Puis après, ils se sont préparés autrement. Et après, le problème, c'est qu'on fait un bon match phase de finale. On fait une très bonne première mi-temps contre Annecy. Et puis, on part un carton jaune, et Annecy nous bat, et Annecy monte en fédéral 1, quoi. Donc, et cette année, c'était l'année la plus difficile pour monter, parce qu'il fallait gagner les quarts de finale. Ça a été l'année la plus difficile au niveau pour y accéder, parce que, bon, en finissant premier, on y aurait accédé de suite. Mais aussi, bon, il faut reconnaître que c'était le plus bel effectif. C'était un objectif qui était réalisable et qui a été réalisé vu l'effectif de joueurs et la qualité des joueurs que nous avions. On vous suivra en tout cas l'année prochaine, justement, en Fédéral 1, avec le souhait que tout se passe bien pour le RCNG. Merci Michel Bérard, le manager général de cette équipe limoise, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir reçu. Un dernier mot avant de se quitter dans quelques minutes. N'oubliez pas la météo suivie du journal de la rédaction de TV Sud qui vous sera présenté ce soir par Franck Chassagnon. Rendez-vous lundi prochain pour le dernier numéro de la saison 2010-2011. Sur TV Sud, Camargue Cévennes. Au revoir.